16 neuvième, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin et Guillaume. Et bonsoir à toutes et à tous et re-bienvenue dans la 16 neuvième. Bonsoir. Votre rendez-vous sur l'actualité cinéma sur Radio Grand Lac 92.fm ou radiograndlac.com. Tout à fait. Tu es toujours là, Guillaume, comment vas-tu ? Oui, je vais très bien, merci. Encore une semaine, c'est intéressante au niveau des sorties cinématographiques. Voilà, on a du streaming, on a plein de choses, quoi, de l'animation. Toujours varié. Oui, Il y a un mois de décembre plutôt chargé au final. Bah, je trouve aussi, oui. Et d'ailleurs, tu as un message particulier ce soir, un anniversaire à souhaiter, n'est-ce pas ? Je te laisse l'antenne quand même. J'avais pas prévu, mais oui, évidemment, je souhaite un joyeux anniversaire à ma femme qui fête ses 32 ans aujourd'hui. Par contre, c'est pas bien de dire l'âge. Bah, ça va, je l'ai encore jeune. Oui, mais bon. Encore jeune et jolie, dans la fleur de l'âge, donc joyeux anniversaire, Marco. Joyeux anniversaire. Et donc au programme du coup de l'émission de ce soir, eh bien comme d'habitude, les sorties de la semaine dans un premier temps, avec tous les films que vous pourrez découvrir à partir de demain. Et encore une fois cette semaine, il y aura un film Netflix. Et on va suivre avec les sorties des semaines précédentes nos avis donc précisément sur Soudain seul avec Gilles Lelouch ou encore Bâtiment 5 de Lajli, le film d'animation Migration. Oh, c'est toi qui as pu se travailler cette semaine. Oui, j'ai beaucoup travaillé. Et aussi le film Netflix Le Monde après nous. Et enfin, le focus de la semaine qui sera consacré aux adaptations des Trois Mousquetaires avec notre avis en avant-première. Notre avis en avant-première sur les Trois Mousquetaires Milady, partie 2. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cela va être salé. Ça va être salé, exactement. Mais pour commencer, donc évidemment, sans transition, on va dire, même sort donc cette semaine les Trois Mousquetaires deuxième partie, Milady. Donc on reprend les mêmes et on recommence. Toujours de Martin Bourboulon avec Eva Green, François Civil, Vincent Cassel, Pio Marmaille et Romain Duris. Je vous fais un petit synopsis vite fait si vous n'avez pas vu la partie 1, mais du Louvre au palais de Buckingham, des bas-fonds de Paris au siège de La Rochelle, dans un royaume divisé par les guerres de religion et menacé d'invasion par l'Angleterre, une poignée d'hommes et de femmes vont croiser leur épée et lier leur destin à celui de la France. On écoute tout de suite un petit extrait de la bande-annonce. C'est pas moi que vous vouliez sauver, mais Constance Bonacieux. Où est-elle ? Je sais que c'est vous qui l'avez enlevée. Quel dommage que vous ne vouliez travailler pour moi. Qu'avez-vous fait d'elle ? Vous me paierez cette offense. Il me dira où elle est ou je jure de le tuer. Prends garde, D'Artagnan. Cette femme t'a envoûté. Nous sommes des tueurs d'Artagnan. Et donc, ce sera disponible dès demain aux Toiles du Lac et au Pâté Chambéry. De toute façon, dans tous les gros cinémas. Et comme on vous a dit, on vous fera notre premier retour à chaud, puisque nous l'avons vu dimanche. Enfin, tiède plutôt, voilà, si je peux me permettre. Oui. Et voilà. Et un autre film, mon cher Kevin, que tu vas nous présenter, que tu as déjà pu voir également. Que j'ai déjà pu voir aussi en avant-première, décidément beaucoup d'avant-premières. C'est Wonka de Paul King avec Timothée Chalamet, Hugh Grant et Sally Hawkins, qui raconte donc la jeunesse de Willy Wonka, l'extraordinaire inventeur, magicien et chocolatier de l'univers féerique de Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl. C'est Timothée Chalamet qui donc incarne ce jeune homme débordant d'idées et déterminé à changer le monde avec gourmandise. Et on écoute un extrait de la bande-annonce tout de suite. Qui arrête pas de me suivre partout. Le petit bonhomme ? Comment osez-vous ? Je vous signale que je suis d'une taille parfaitement respectable pour un Oompa Loompa. Un Oompa Loom quoi ? Sachez qu'à Loompaland, je suis un personnage de haute stature. On me surnomme le Colosse. Désolé. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Je m'appelle Willy Wonka. Je suis une sorte de magicien. Préparez-vous à être bluffé par une théière. Ce sera donc à découvrir dès demain Aix-les-Bains et Chambéry, alors on va dire dans les gros cinémas, les grandes salles. Tout à fait. Et je donnerai mon avis un peu plus développé la semaine prochaine, mais franchement, je peux vous dire, allez-y, c'est le film à voir à Noël. Voilà, clairement, en famille, c'est le film à voir. Bon, écoute. Pourquoi pas. Cette semaine, on a aussi encore un film d'animation. Décidément, j'ai l'impression qu'il y en a toutes les semaines. C'est le décembre. Oui. Donc, c'est Les Inséparables de Jérémy Degrusson avec les voix d'Éric Judor, Jean-Pascal Zadi et Anna Girardot. Donc, quand les lumières s'éteignent dans le vieux théâtre de Central Park, les marionnettes prennent vie. Parmi elles, Don, qui joue le même rôle de bouffon depuis des années. Il rêve d'avoir, pour une fois, un rôle de vrai héros et de découvrir le monde. Il prend son courage à deux mains et claque la porte. On écoute tout de suite un petit extrait de la bande-annonce.
les amis, on est tranquille. Et voici Don, le rêveur de la troupe, qui aimerait découvrir le monde. Je voudrais rien qu'une fois être le héros. J'ai décidé de faire quelque chose de ma vie. Je lui donne 3/4 d'heure, maximum. Non mais attends, je t'ai déjà vu. T'es dans la pièce de théâtre. Moi, je suis DJ Doggy Dog. Je suis DJ Doggy, je suis pas un bandit. Mais mes amis m'appellent... En fait, j'ai pas vraiment d'amis. Et si tu venais avec moi? Ce sera disponible aux Toiles du Lac uniquement cette semaine. Donc, à découvrir évidemment en famille, pour les enfants, les petits comme les moyens, j'ai l'impression. À préciser que apparemment c'est par les créateurs du premier Toy Story. D'accord, mais c'est marrant parce que tu sais, en plus la voix faisait très pub de bande-annonce Disney, tu sais. Ah oui. Et oui. D'ailleurs, je me dis, c'est le doubleur de James Earl Jones. Ça. La voix de cet homme, franchement, est faite pour les pubs. Enfin, je veux dire, c'est... Bah, en même temps, ça fait, je sais pas, 30 ans qu'on entend toujours cette voix. Oui. Qui est génial d'ailleurs. Autre sortie, mon cher Kevin? Oui, et cette fois-ci, pas pour les enfants, c'est un film d'horreur. Un peu curieux, vous me direz, pour le mois de décembre, mais bon, il faut contenter tout le monde. Pour tous les goûts. C'est le film Follow Dead de John McPhail avec Augustus Prew, Andrea Beng et Justin Long. Justin Long, le seul acteur connu là-dedans. C'est un petit moment qu'on l'avait pas vu. Oui, en effet. L'histoire, c'est après qu'Adam a répondu de façon agressive à des trolls d'Internet, un mystérieux profil intitulé Dear David follow ses réseaux sociaux. Dès lors, il commence à ressentir une présence maléfique dans son propre appartement. Après une série d'événements de plus en plus terrifiants, Adam est persuadé qu'il est hanté par le fantôme d'un jeune garçon prénommé David. Que veut David et jusqu'où ira-t-il? Début de réponse avec ce petit extrait. Depuis que t'as rejoint BuzzFeed, tes dessins sont à chier. Ping! Pourquoi tu vas pas crever en enfer? Ne me juge pas, faut bien troller les trolls. Voilà, bouh, blablabla, bouf, on peut. Ouais, ça a l'air d'être... J'avoue que ça a l'air un peu générique et... mais ça fait des entrées. Hein, mais ça va faire des entrées et ce sera à voir à Aix-les-Bains ou à Chambéry, dans les plus grandes salles. Donc, allez-y si vous avez envie un peu de frissonner en ce mois de décembre. Eh bien, moi j'ai une autre sortie, donc un autre film d'auteur qui s'appelle Past Lives, Nos vies d'avant, de Céline Song avec Greta Lee, Yo Teo et John Magaro. Je fais exprès à chaque fois de lui donner ces films. Je vois bien. Mais pourtant, j'ai un peu répété, mais là, ça voulait pas sortir. Bref, à 12 ans, Nora et Ae-sung sont amis d'enfance, amoureux platoniques. Les circonstances les séparent. À 20 ans, le hasard les reconnecte pour un temps. À 30 ans, ils se retrouvent adultes, confrontés à ce qu'ils auraient pu être et à ce qu'ils pourraient devenir. Ça sera disponible dans les cinémas d'art et essai, donc Victoria et l'Astrée. Oui, et à noter que le film vient déjà de faire l'objet de nombreuses nominations pour les futurs Golden Globes, dont meilleur film et meilleur réalisateur pour sa réalisatrice. Moi, c'est un film qui me tente depuis un certain temps. Mais ça me fait penser, c'est pas Family Man, non? Avec Nicolas Cage, là, avec un peu ce qui aurait pu se passer. C'est ça, mais sans le côté fantastique de Family Man. D'accord. Voilà. Mais apparemment, c'est un film très touchant et j'ai très 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 envie de le voir. Donc, vous risquez d'avoir un avis plus développé sur ce film la semaine prochaine. Autre film d'auteur, et un auteur que j'aime bien, c'est le film Winter Break d'Alexander Payne, à qui on doit le film Sideways, ou encore Downsizing ou The Descendants avec George Clooney, que j'avais adoré. Winter Break, c'est avec Paul Giamatti, Dominique Sessa et Davin Joy Randolph. L'histoire se passe en hiver 1970. Monsieur Hunnam est professeur d'histoire ancienne dans un prestigieux lycée d'enseignement privé pour garçons de la Nouvelle-Angleterre. Pédant et bourru, il n'est apprécié ni de ses élèves ni de ses collègues. Alors que Noël approche, Monsieur Hunnam est prié de rester sur le campus pour surveiller la poignée de pensionnaires consignés sur place. Il n'en restera bientôt qu'un, Angus, un élève de première aussi doué qu'insubordonné. Est-ce qu'ils vont s'entendre? Réponse dans la bande-annonce et dans le film que vous pourrez voir à partir de demain. Ça saute aux yeux en effet. Mais je peux pas être calé. Oh, ne soyez pas modeste, monsieur Kuntz, vous le pouvez tout à fait. Chaque année à Barton, les étudiants, les enseignants et le personnel quittent le campus pour 2 semaines de vacances pour Noël. Mais il y a toujours quelques malheureux
qui n'ont nulle part où aller pour les vacances. Ils sont consignés. Monsieur Hanam. Bonsoir Marie. Vous vous coltinez le babysitting de Noël cette année, alors comment ça se fait? Tu sais qu'il a fait ses études ici? Oui, c'est pour ça qu'il sait comment s'y prendre pour nous faire souffrir un maximum. C'est l'air d'être un bon film de Noël aussi. Oui, tout à fait, oui. Là encore, on parlait de voix de bande-annonce. Là, la voix de Richard Darbois pour annoncer le film est formidable. Je trouve qu'elle fatigue un peu cette voix, mais elle est toujours aussi charismatique. Elle est toujours aussi charismatique. Ouais. Donc là aussi, je pense que Winter Break, vous aurez droit à un avis un peu plus développé la semaine prochaine, parce que j'aime beaucoup ce réalisateur, Alexander Payne. Je viens de voir, oui, Downsizing, oui, je l'avais vu, oui. Ouais, je te conseille aussi Sideways, sur un groupe d'amis qui font une sorte de route des vins. Et voilà, il y a Paul Giamatti aussi dedans, et c'était très très bon à voir. D'accord. Ok. Eh ben, autre sortie, alors, Sirocco et le royaume des courants d'air. Juliette et Carmen, deux sœurs intrépides de 4 et 8 ans, découvrent un passage secret vers le royaume des courants d'air, leur livre favori. Transformées en chats et séparées l'une de l'autre, elles devront faire preuve de témérité et d'audace pour se retrouver. Avec l'aide de la cantatrice Selma, elles tenteront de rejoindre le monde réel et en affrontant Sirocco, le maître des vents et des tempêtes. Mais ce dernier est-il aussi terrifiant qu'elle l'imagine? Alors ça, c'est un film d'animation qui a été primé au Festival d'Annecy, et le réalisateur, c'est Benoît Chieux, avec les voix de Marine Berthiaud, Aurélie Konaté et Pierre Launier. D'accord, eh ben, autant pour moi. Et donc, ce sera disponible au Victoria et à l'Astrée. Voilà, donc cinéma d'auteur. Autre film pour les enfants, décidément, c'est un peu leur semaine. Oui, un petit peu. Mais cette fois-ci sur Netflix, une suite très très attendue. Oui, elle est sortie quand? La première en 2000, non? J'étais allé le voir au cinéma. Vois-tu, malgré mon jeune âge à l'époque. 2000, oui, voilà, c'est ce qui me semblait. Je l'avais vu à 5 ans. Voilà, maintenant vous savez mon âge. Et donc Chicken Run 2, la menace Nuggets, sort sur Netflix. C'est réalisé par Sam Fell. L'histoire de cette suite, c'est que face aux manigances suspectes de la ferme voisine, une bande de poules audacieux se fédère pour se protéger d'une nouvelle et inquiétante menace, au risque d'y perdre quelques plumes. On écoute un extrait tout de suite. Parfait. Nous avons fait une croix sur le passé. On doit penser à Molly avant tout. Quelle adorable petite poulette. Je lui ai fabriqué une bicyclette. Oh, c'est une délicieuse attention. Toutes les deux, vous vous ressemblez beaucoup. À tout à l'heure. Maman, on pourrait y aller nous aussi. Voilà, donc ce sera à découvrir à partir de vendredi sur Netflix. Film d'animation très attendu, où cette fois-ci ils ne vont pas devoir s'évader dans une ferme, mais s'y infiltrer. Donc voilà, moi je l'attends avec beaucoup d'impatience, mais je crois que j'ai jamais vu le premier en plein. Hélas, je crois que le film ne fait pas vent de très très bonnes critiques, donc j'espère qu'on sera agréablement surpris. Voilà, on verra. Eh ben c'est la fin du coup de la première partie de cette émission sur les sorties de la semaine. Et pour la pause musicale, eh bien je vous ai réservé un petit bonbon de l'ancien temps de nostalgie. C'est Pure Imagination de Gene Wilder, qui nous vient du film Charlie et la chocolaterie de 1971. On s'écoute ça tout de suite. Entre lac et montagne, Radio Grand Lac, votre radio. Votre radio. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin et Guillaume. Et rebonsoir. Les aléas du direct, malheureusement. Petit aléa comme ça, passe. Comment on fout? Hop. Autant pour moi, tu étais impatient de la mettre, hein, J'étais impatient de la mettre, voilà, mais vous savez déjà maintenant, du coup, qu'est-ce que sera la prochaine chanson. Donc, c'est toujours la 16/9e Radio Grand Lac 92.1 FM, radiograndlac.com. Vous êtes toujours sur votre émission sur l'actualité ciné, et dans la deuxième partie, nous allons donc revenir sur les sorties de la semaine dernière et sur les sorties précédentes également, très rapidement. Et toujours présent en salle et que l'on vous conseille chaudement, l'abbé Pierre, une vie de combat. Il y est toujours, c'est dire, ça commence à faire longtemps. C'est vrai, il y a toujours Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Wish, le film d'animation Disney qui est plutôt sympathique, moi je vous le conseille. Mars Express aussi, que voilà, film d'animation fortement recommandé. Film d'animation plus pour les adultes, hein, voilà. Oui.
Et on est toujours un peu mitigé concernant Thanksgiving, le film d'horreur. Napoléon et Five Nights at Freddy's qui poursuit en fait son chemin. Qui est toujours là, c'est insupportable. Mais moi je l'ai trouvé pas si mal. Mais bon, après, à vous de voir. À vous de voir. On va commencer par Tout à fait. Du coup. Vraiment parler sur les sorties de la semaine dernière. On va parler peut-être déjà du film qu'on a vu en commun, film Netflix, Le Monde après nous. Eh bien, si tu veux, oui. De Sam Esmail avec Julia Roberts, Mahershala Ali et Ethan Hawke. Oui. Qu'est-ce qu'on en a pensé de ce film moi, je te laisse apocalyptique, thriller apocalyptique, complotiste, quasi annuel, j'ai envie de dire, chez Radio Grand, chez Netflix. Tu ne savais pas que Radio Grand Lac faisait de la production. Je suis perturbé, mais oui, on va dire que ça fait 3 ans que Netflix nous sort un film apocalyptique chaque année. Absolument. Il y avait. Je vois jamais. Enfin. Don't Look Up l'année dernière. Oui, mais c'est déjà il y a 2 ans. Voilà. Et l'année dernière, il y avait White Nose qui était pas terrible. Je n'ai pas vu. Avec Adam Driver d'ailleurs. Oui. Et là, cette fois-ci, c'est Le Monde après nous avec Julia Roberts, Kevin Bacon, tout ça, Ethan Hawke. Et moi, j'ai été assez conquis par ce film. J'avoue que j'ai beaucoup apprécié. Il a des qualités. C'est 2 heures de pur stress. 2h20. 2h20 de pur stress. D'ailleurs, je vous préviens que c'est vraiment du pur stress. Je sais pas si c'est du pur stress. Je pense que c'est plus une montée en tension progressive. C'est très réaliste. Oui, mais c'est pas du stress dès le départ. On a une montée vraiment progressive, tu vois. Oui, c'est vrai. C'est pas direct. Vous êtes, ça explose le monde. On ne sait pas ce qui se passe au début, voilà. Et ça commence naturellement par un couple qui part en vacances. Voilà. Donc, c'est une production, en fait, ce qui m'a surpris un petit peu, c'est que c'est produit par le couple Obama, Michelle et Barack. Alors, le film est vraiment très, très bien réalisé. Il y a des plans de caméra vraiment inspirés. La colorimétrie parfaite. Le jeu d'acteurs, en tout cas, Julia Roberts, Ethan Hawke, Mahershala Ali, fonctionne à merveille. Mais j'émets quelques réserves en fait sur les motivations qui ont amené à produire ce film. Du fait que ce soit produit par un ex-président président américain, qu'on est bientôt en contexte d'élection l'année prochaine, ça me perturbe un peu et ça me questionne. Mais si vous enlevez un peu de ça, le twist, en tout cas, fonctionne à merveille. On a vraiment la réponse de ce qui se passe à la fin. Bien que on ne sait pas trop. Mais j'ai aimé, moi, qu'on sache pas. Qu'au final, c'est un peu plus universel, quoi. Oui, mais il y a un peu de mystère. Je suis d'accord que, au final, on n'a pas forcément la réponse, mais je reste persuadé que ce film a un message politique. Et pourtant, tu sais très bien que moi, j'aime enlever un peu la politique des films, même si tout le monde va te dire oui, il y a de la politique dans chacun des films. Mais là, je le prends vraiment, allez, disons-le, presque un peu comme de la propagande. Moi, ça m'a pas dérangé. J'ai pas senti ce côté-là. J'ai plus vraiment senti le film qui nous invitait à nous reconnecter aux choses simples et que Internet et à s'intéresser aussi au monde extérieur, à s'intéresser au monde extérieur, à la vie politique, et qu'Internet doit être là pour nous montrer que nous sommes de plus en plus liés et finalement nous créer plus de distance entre nous. Donc voilà. Tu es d'accord quand même qu'il y a un gros message politique où, en gros, on te fait comprendre, occupe-toi un peu de ce qui se passe autour de toi aussi. Ah oui, bien sûr. Ah oui, bien d'accord. Donc voilà, très bon film. À vous de l'interpréter comme vous voulez, mais voilà, j'ai aimé quelques petites réserves. Enfin, du moins, moi, ça m'a perturbé quand j'ai su que c'était un ancien président qui était un peu à la tête de cette production. Ça me perturbe. Voilà, c'est comme si, je sais pas, t'imagines Nicolas Sarkozy produire un film, quoi. Oui, il l'appellerait l'innocent. Un truc. Bon, bref, non, on va pas tergiverser là-dessus, mais bon, voilà. Sinon, comme je vous l'ai dit, des qualités vraiment indéniables. Adorisation, c'est franchement formidable. On va passer à d'autres sorties de la semaine. Alors là, pour le coup, je parlais tous. Un petit peu, oui. On va changer de registre. On va parler du film d'animation Migration. C'est le nouveau film du studio Illumination, à qui l'on doit Les Mignons, Tous en scène, ou encore Comme des bêtes, et ou encore Mario cette année, quand même, qui a
ultra cartonné. Oh bah oui. Migration, c'est un film sur les oiseaux migrateurs, des canards, des colverts plus particulièrement. J'ai trouvé ça assez sympathique. Plutôt bien emmené, voilà, l'invitation au voyage est assez prenante. Et tu n'as pas passé l'âge pour aller voir ce genre de film? Par contre, j'avoue que l'humour ne m'a pas trop séduit et qu'il est plus réservé quand même à un jeune public. Il est moins universel, dirons-nous. Par contre, voilà, il y a des séquences de vol assez grisantes. On passe un bon moment, les images sont très belles. Donc voilà, c'est un film à aller voir en famille sans problème. Les adultes risquent peut-être un petit peu plus de s'ennuyer que devant un Wish ou devant un Wonka, évidemment. Oui, mais de toute façon, on avait bien senti que ça faisait film pour les tout petits, quoi. C'est pas les tout petits, mais c'est vraiment focalisé sur un seul public, quoi. C'est peut-être le seul reproche que j'aurais à lui dire. Et peut-être qu'il nous indique encore que Pixar a de beaux jours devant lui. Bâtiment 5 de Lajli, c'est le nouveau film donc du réalisateur Lajli qui nous avait fait Les Misérables en 2019. Très très bon, Les Misérables. Bâtiment 5 cette fois-ci revient non pas sur le conflit entre la banlieue et la police, mais sur le mal logement. Donc plutôt conflit entre la municipalité, voilà, et les banlieues et même plus particulièrement les jeunes. Et même si le film est peut-être plus manichéen. Oui, il y a les gentils d'un côté, que les Misérables. Disons que au début, on commence par une absence de manichéisme et puis finalement on tombe vite dedans. Mais cela n'empêche voilà, je trouve que l'histoire est quand même très prenante, les personnages sont très intéressants et je dois dire que le film est mené par une jeune interprète qui s'appelle Anita Dio, qui elle a l'air très bien, extraordinaire. Alors je ne sais pas si elle va être nommée parce qu'on n'a pas encore les nominations pour les Césars, mais elle mérite largement une nomination pour un meilleur espoir féminin. Que c'est Alexis ou Alexandre Menanti? Alexis Menanti. Menanti, oui. Moi, j'aime beaucoup cet acteur. Il est excellent. Et là, il joue le maire. Et c'est ça que j'aurais aimé, c'est qu'on voit au début du film qu'il est maire pas par choix, mais parce qu'on l'impose, parce qu'il est maire par intérim. Oui, c'est ça. Oui. Et au final, on aurait pu jouer sur ce côté. Qui se passe du côté obscur. Mais un peu faible. Et en fait, il tombe vraiment, mais dans le côté obscur, mais... Ah non, il peut tomber, d'accord. Mais très rapidement. Enfin, disons qu'il devient le maire classique, quoi. Ah, mais il commence à avoir une bonne palette de jeux, ce jeune acteur, je trouve. Voilà, mais il devient vraiment le maire classique d'un certain pan politique très très à droite. D'accord, oui. C'est peut-être un petit peu caricatural, je sais pas, mais c'est un peu le seul reproche que je ferai au film. Mais sinon, ce qu'il dit des jeunes de banlieue qui oscillent entre soit répondre par une action politique, ce qui est plutôt le choix de l'héroïne principale, ou répondre par la violence. Et on voit que quelle est la meilleure des deux réponses, quelle est la réponse qui a le plus d'impact. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant de le montrer. D'accord. Et évidemment, c'est à toi de faire ton choix à la fin. C'est à toi de faire ton choix à la fin. Et le film, comme pour Les Misérables, a une fin plutôt ouverte. D'accord. Voilà. Ok. Autre film, Soudain seul, c'est un film de survie avec Gilles Lelouch et Mélanie Thierry, réalisé par Thomas Bidguin, et avec la musique de Raphaël. Oui, parce que bon, vu que c'est le mari de Mélanie Thierry, je sais même pas. On voit que c'était pratique de trouver quelqu'un pour la musique, mais d'ailleurs la musique est très très bonne pour ce film de survie qui est assez dur. Très très dur. Franchement, il est éprouvant, très réaliste, donc âme sensible s'abstenir. Ah oui, c'est à ce point-là. Oui. En particulier si vous avez un amour pour les pingouins, faut peut-être pas voir le film. Mais aussi éprouvant sur le couple. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié sur le film, c'est que quand on regarde l'abondance, on a l'impression que c'est le couple idyllique qui, malheureusement, finissent abandonnés sur une île. Et en fait, on se rend compte dès le début que c'est pas le couple parfait. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est plus réaliste, quoi. C'est plus réaliste et du coup, l'isolement va envenimer à la fois l'attraction, mais à la fois la distance dans le couple. Et j'ai vraiment trouvé ça très, très bien. Ils finissent pas par s'entretuer. Non. Ah bon. Mais je ne raconterai pas comment ça se termine. D'accord, mais parce que je me suis dit, s'ils finissent par devenir fous et à s'entretuer. Non, ce n'est pas violent à ce point-là. Mais du coup, franchement, je vous invite à découvrir ce film, ce très beau film. Et
voilà, c'est assez magnifique et c'est peut-être pas à mettre entre toutes les mains, mais c'est interdit au moins de combien de 10 ans? Ben non, il y a même pas d'interdiction, mais oui, peut-être interdit au moins de 10 ans quand même, à éviter en dessous. Mais franchement, voilà, je le conseille chaudement, très beau film. Okay. Aussi dernier film, mais malheureusement je vous le conseille, mais vous ne pourrez pas le voir tout de suite parce qu'il est... Alors, il y a des rumeurs qui veulent que peut-être il serait reprogrammé. Ah, d'accord. Enfin, des bruits de couloirs twitteriens, xiens plutôt, qui disent que si ça avait bien marché, peut-être qu'ils referont des séances. En tout cas, je parle du film Godzilla Minus One, donc un film Godzilla japonais, qui n'est sorti donc en salle pour l'instant en France que le 7 et 8 décembre, en 4DX en plus. Donc je peux vous dire que je me suis pris de l'eau en pleine poire. C'est la première expérience en plus. La première expérience en 4DX, j'ai failli tomber de mon siège 4 fois. Arrête. Ah non, mais par contre, sérieusement, non, je sais pas pour les autres films, mais alors là, franchement, je peux te dire que ça bougeait. Hein. Oui, mais moi j'ai vu Top Gun Maverick en 4DX. Ah ouais, non mais là, je peux te dire que je me cramponnais vraiment au siège. Hein. Oui, mais tu peux pas tomber, mais oui. Top Gun Maverick, ça brassait aussi en 4DX. En tout cas, Godzilla Minus One, c'est un film qui envoie le pâté, hein, niveau de destruction. Hein. Là, vous en avez pour votre argent, alors que le film n'a pas coûté très très cher, moins de 15 millions. Un exemple de blockbuster que devraient prendre les films américains. Et en même temps, c'est un très beau film qui, du coup, se passe à la fin des années 40 et du coup évoque la reconstruction du Japon après la guerre, la reconstruction aussi morale parce que beaucoup ont des traumatismes. Et j'ai trouvé ça très intéressant de prendre comme personnage principal un kamikaze de la Seconde Guerre mondiale qui finalement, par lâcheté, a inventé un problème technique à son avion et du coup s'est posé sur une île et n'a pas été du coup le kamikaze qu'il était attendu et du coup il a énormément de remords sur ce point-là parce que il pense que à cause de lui des tas de gens sont morts et que s'il s'était sacrifié il aurait pu sauver des vies et du coup j'ai vraiment trouvé ça très intéressant de montrer un personnage principal qui est condamné à l'absence de bonheur tant qu'il n'aura pas finalement pris les devants et fait son acte héroïque qu'il attendait, quoi. Il n'a pas réalisé son destin ou quelque chose comme ça. Franchement, j'ai trouvé ça très très bien et du coup, on te rajoute une histoire de famille, de composition autour de ça, très touchant. Vraiment, c'est... Puis revenir à l'origine de Godzilla, surtout. Revenir aux origines de Godzilla, et alors là, un Godzilla, je spoil pas, mais un Godzilla qui... C'est méchant, c'est un méchant. Pire que celui de Gareth Edwards. Gareth Edwards, c'est un Godzilla qui finalement est là pour protéger le monde. Ah, je me rappelle. Voilà, parce qu'au final, il y a une plus grosse créature que Godzilla. Ah. Là, c'est vraiment un Godzilla méchant. C'est la créature à abattre, quoi. Et franchement, j'ai trouvé que c'était très très bon et c'est. Il y a des excellents retours. L'un des meilleurs blockbusters de cette année, cela va sans dire. Et si on devait parler de mon top, parce que j'adore les tops, il échoue, mais pas très loin du top 10. Franchement, il est excellent. J'arrive déjà pas à en faire un top 5. Et je vous invite donc chaudement à aller le voir s'il le ressort en salle, ou alors apparemment il y aurait une sortie prévue en Blu-ray très très prochainement. Donc ou même en VOD. Oui. Foncez-y si vous êtes fan du genre ou si vous avez envie de voir un bon film catastrophe. Allez-y, c'est du très très bon. C'est la fin de la deuxième partie de cette émission, la 16/9e. Pour, du coup, notre deuxième pause musicale, vous avez peut-être entendu tout à l'heure, suite à un problème technique. C'est les aléas du direct. Les aléas du direct. Eh bien, nous allons écouter You Know My Name de Chris Cornell, qui nous vient du film, pour moi, c'est mon film préféré de tous les temps. Je le dis, c'est Casino Royale de Martin Campbell. Et cela nous permet de rendre hommage quand même à Chris Cornell, qui nous a quittés il y a 2 ans. Voilà, c'est très très tôt et c'est dommage parce que c'est un très bon chanteur et vous allez pouvoir le constater de suite. On se retrouve juste après. Vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin et Guillaume.
Et rebonsoir à toutes et à tous. Nous êtes toujours sur Radio Grand Lac 92.fm pour la 16e, votre émission cinéma. Comment ça va, Guillaume? Ça va très bien, oui. Il y a une musique qui a du mal à passer, visiblement. Mais je sais pas. Je crois que la radio aime autant cette chanson que moi, et du coup, vous la passez à chaque fois. Mais bon, c'est pas très grave. Non. Oui, ça va toujours. Et toi, oui. Là, en plus, j'ai hâte. On va parler d'adaptation d'une histoire que j'aime beaucoup, des Trois Mousquetaires. Bon, avant, je pense qu'on va introduire. C'est le sujet focus. Oui, on introduit notre avis un peu sur Milady. Donc, la suite du film Les Trois Mousquetaires d'Artagnan. Je te laisse commencer, puisque toi, tu avais plutôt bien apprécié le premier épisode. Voilà, j'avais bien aimé la première partie, donc les Trois Mousquetaires d'Artagnan, et j'avoue que voilà, j'avais bien aimé ce côté histoire fluide, ça ne s'arrête jamais. Le casting était, je trouvais, assez convaincant, même s'il y avait beaucoup d'acteurs qu'on voyait très peu, mais je trouvais que Romain Duris faisait le job. Globalement, c'est celui qui s'en sort le mieux, je trouve. Oui, François Civil, Pio Marmaille, et j'avais beaucoup apprécié la partition d'Eva Green aussi, qu'on voyait très peu, mais étant donné que je suis très fan d'Eva Green, j'ai beaucoup aimé. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que même les qualités que j'ai trouvées de fluidité, même les séquences d'action ne m'avaient pas dérangé à l'époque. Sur cette seconde partie, Milady, j'ai été fortement déçu. Alors, pas dès le début. La déception est vraiment venue dans la dernière demi-heure pour moi. Dernier acte. Voilà, le dernier acte, parce que j'ai aimé les séquences d'action pendant la première heure et demie. J'ai aimé aussi le jeu de dupes qui se crée entre Milady et D'Artagnan, avec Eva Green qui est toujours aussi excellente et magnifique. Et bon, on en a pour son argent. Mais pour les hommes que pour les femmes, parce que D'Artagnan aussi. Oui, tout à fait. Voilà, il y en a pour tous les goûts. Hein. Ça, c'est bien. Voilà, vive 2023. Mais par contre, voilà, le dernier acte qui part dans un ridicule complet. Donc on essaye du coup de nous montrer que on se détache du scénario, on se détache du roman de base. Mais on va loin. On essaye de trouver quelque chose d'un peu différent et qu'on pense mieux, mais au final, c'est pour faire moins bien. Non, faut pas le faire. Non, mais c'est surtout de la bêtise à ce niveau-là. On part dans le ridicule, dans un ridicule mais complet. Et la fin. On est pour moi à la limite du nanar. Non, pas nanar, je veux dire du foutage de gueule. Oui. On vous a vendu depuis, parce que ça fait quand même 2 ans qu'on nous annonce ce grand projet en 2 parties, les Trois Mousquetaires. Rien n'empêchait de faire une suite 20 ans après, le vicomte de Bragelonne. 20 ans après, mais je ne vous dévoilerai pas la fin, mais vous allez vous sentir clairement frustré par ce qui se passe. J'ai entendu des gens dire oui, c'est une fin, on a une conclusion satisfaisante avec une fin ouverte. Je dis, what? Pardon? Non. On ne rentrera pas trop dans les détails de la fin, mais c'est un cliffhanger. Voilà, le film ne se termine pas. Voilà. Oui. Alors moi, c'est une des plus grosses déceptions, je l'avoue. Alors, j'avais trouvé le premier prometteur, malgré quelques défauts, mais alors là, pour moi, c'est tous les défauts, mais en pire. On a juste corrigé la colorimétrie, ça reste fouillé au niveau du scénario, on s'y perd en fait maintenant. On nous avait rajouté vraiment, on avait beaucoup insisté sur le fait qu'il y avait une lutte protestant et catholique. Et là, je veux dire, on s'y perd, on sait plus les personnages et tout ça. Il y a des choix de mise en scène, comme l'a dit Kevin, plus que douteux, et qui cassent l'émotion, je vous jure. Enfin, quand vous verrez cette scène, et ce qui se passe après, c'est fait pour qu'on ressente de l'émotion, mais nous, on l'a vu ensemble, on rigolait. Oui, parce que vous avez un dialogue entre 2 actrices. Alors, une qui cherche désespérément un strepsil dans son sac parce que elle parle tout le temps comme ça. Et une autre qui. Alors, je parlais plus de la situation qui se passe après et après le personnage qui vit un mauvais moment. Oui, voilà. Après, si vous voulez, on est dans un remake de la séquence de la mort du roi dans Shrek 3. C'est-à-dire, voilà. Oui. Mais en plus, l'acteur essaye, il force, mais ça ne fonctionne absolument pas. Eva Green, alors, à la fois, elle est mauvaise, je trouve, mais, alors attention, je dis pas que c'est une mauvaise actrice, j'ai l'impression que c'est la seule qui se dit, il y a quelque chose qui va pas, je vais tenter quand même, hein, allez.
Moi, franchement, il y a que sur une scène qu'elle m'a dérangé. Le reste du film, voilà, j'ai trouvé qu'elle était assez convaincante. Elle est dans son rôle, quoi. Oui, mais moi, je redoute vraiment. En plus, c'est les scénaristes de ce film qui vont réaliser donc Le Comte de Monte Cristo. Et honnêtement, ça sent pas bon, quoi. On verra bien si niveau réalisation, il se débrouille mieux, mais. Le problème du Comte de Monte Cristo, c'est que c'est un très très gros pavé, le bouquin. Oui, tout à fait. Et là, cette fois-ci, ce sera en un seul film. Mais là, c'est Trois Mousquetaires. Franchement, même moi qui avais resté mitigé, mais mitigé plus sur le premier épisode, là, catégoriquement, c'est pas possible. Le deuxième, j'ai trouvé particulièrement mauvais. Même toi qui avais beaucoup apprécié le premier, celui-là, tu l'as trouvé mauvais. Décevant. Après, je lui sauve quand même les séquences d'action que j'ai. Moi personnellement, en y réfléchissant, comment ça s'appelle, à La Rochelle, le siège de La Rochelle, au final, en y regardant vraiment de plus près, c'est un peu pauvre. C'est un peu pauvre, mais c'est un peu mieux que les autres. Oui, pour une fois, on l'a, on va dire, parce que dans la plupart des adaptations, nous n'avons pas. Mais voilà, moi j'étais assez emballé par ces séquences-là, surtout la préparation du siège de La Rochelle. Je trouve il y a des très beaux plans. Oui, c'était sympa, l'infiltration. L'infiltration, t'as Aramis qui pose son flingue, ça tombe pile poil juste devant la caméra. Enfin, je sais pas, je trouve il y a des plans. Non, mais c'est pas des manches, c'est qu'en fait ils sont partis dans une direction qui va pas du tout. C'est ça. Puis le problème aussi, mais on y viendra après parce qu'on va parler des autres adaptations. Bien sûr. Quand on filme ce genre de film, justement, ces actions-là, on fait des plans larges pour montrer l'escrime. En plus, tu sais, c'est une manière de se battre un peu particulière. Alors que là, on a tenté, alors toute raison gardée, de filmer ça un peu comme un John Wick. Oui. Avec des plans très serrés, au final, vous perdez avec les épées, vous savez plus trop où ça en est. Trop de modernité. Oui, la modernité. Oui, c'est qu'en fait, on a voulu tellement se détacher des œuvres, des autres adaptations, qu'au final, c'est raté. En fait, il y a un problème de curseurs qui sont mal réglés, je pense. On a essayé de faire trop américain, et je le répète, ça m'énerve de ne pas les voir en casaque. Alors là, oui, ils l'ont la casaque avec une croix sur l'épaule, mais ça fait quand même un peu clochard. Ça fait pas mousquetaire, ça m'embête un peu ça à chaque fois. C'est peut-être pour enlever ce côté un peu clinquant, kitsch qu'ont certaines adaptations. Ouais, mais par exemple, tu reprends l'homme au masque de fer. Je trouvais que là on avait Parce que parlons des autres adaptations. Oui, on va parler des autres adaptations. En tout cas, on vous le recommande pas forcément. Voilà, Milady, franchement, il est clairement décevant et si vous n'avez pas aimé la première partie, n'y allez surtout pas. N'y allez pas et attention, si vous avez quand même aimé la première partie, vous risquez d'être déçu. Voilà, comme mon cas. Mais voilà, on vous invite à vous forger votre propre avis, bien évidemment. Et donc, il sera à voir en salle à partir de demain. Oui. Alors oui, là j'étais sur la version de Randall Wallace, l'homme au masque de fer, donc avec John Malkovich, moi que j'apprécie. Et DiCaprio, que j'apprécie énormément, honnêtement. Oui, mais avec des twists un peu trop prévisibles. Bien sûr, mais je veux dire, on avait une bonne reconstitution, c'était tourné en France, les costumes étaient convaincants sans être trop clinquants, justement, je trouvais. On avait un mix entre le côté un peu, je vais être à dire le côté un peu dégueulasse, tu vois, c'est vrai, j'allais dire des prolétaires, non, qui passent mieux sur des mousquetaires vieux. Oui, tout à fait. John Malkovich, typiquement, qui pouvait être plutôt clinquant, tout ça. Bon, il y a des grosses scénaristiques, comme tu as dit, il y a des moments très kitsch. Maintenant, je pense à la charge finale, notamment. Il y a même beaucoup de décors qui font carton pâte, mais il remplit son rôle à merveille de divertissement. Vraiment, je vous le recommande. Alors, moi, je l'ai vu étant très jeune et je l'ai beaucoup en affection, en tout cas. Mais c'est une libre adaptation du Vicomte de Bragelonne. De toute façon, qu'il adapte que la première partie. En général, tu prends le Vicomte de Bragelonne, on adapte toujours la partie avec le masque de fer, quoi. Oui, et alors, par contre, j'ai pas vu le masque de fer avec Jean Marais. Alors oui, je l'ai vu il y a très longtemps, mais c'était détaché des mousquetaires, si je dis pas de bêtises. Ah d'accord. Voilà. Donc celui-là, je crois il est plus disponible. Il était avant sur Disney+. Mais au niveau des autres adaptations, toi, t'en as découvert une que moi, je n'ai pas encore vue, qui est soi-disant là. Alors, moi, j'en ai vu plusieurs, du coup, mais là, récemment, j'ai découvert celle qui est considérée comme
la meilleure adaptation des Trois Mousquetaires, j'ai lu. Apparemment, c'est celle de 1948, Les Trois Mousquetaires, avec Jane Kelly, Lana Turner, Angela Lansbury ou encore Vincent Price dans le rôle de Richelieu. C'est une version que vous pouvez découvrir sur MyCanal ou OCS. Oui, c'est vrai. Et c'est une version que j'ai beaucoup appréciée, non pas pour le travail d'adaptation, parce que bon, il y a un travail d'adaptation, mais ils ont voulu vraiment forcer le bouquin à rentrer dans 2 heures. Donc je vous avoue qu'il y a certains raccourcis qui sont très rapides, et même on a l'impression que le film s'en rend compte par moment que le film va trop vite. J'ai vraiment éclaté de rire parce qu'il y a le fameux passage où D'Artagnan va partir chercher les ferrets de la reine. Oui. Et il revient au bout de 2 jours, et au bout de 2 jours, on lui dit, Aramis est rentré dans les ordres, et là, t'as D'Artagnan qui fait, mais j'ai parti qu'au bout de 2 jours, et tu fais, oui, c'est vrai que ça fait un peu rapide. Ouais, oui. tu sais, les ferrets de la reine dans D'Artagnan aussi, de Bourboulon, c'était hyper rapide, hein. Oui, c'était rapide, mais on ne sort pas que tel personnage a changé de tout en tout en 2 jours. Tu fais, ah oui, tu veux, c'est rapide. Enfin, Aramis, dans toutes les versions, en général, il doit rentrer dans les ordres, oui. Voilà. Et aussi, le raccourci un peu trop rapide qui, du coup, empêche un peu le film d'avoir de l'émotion, c'est que lorsque Constance est enlevée, D'Artagnan l'oublie très rapidement pour tomber amoureux de Milady. Et du coup, quand arrive la fin, on n'est pas très ému, quoi. Ça m'étonne pas. Mais sinon, ce qui est très très bien avec cette adaptation, c'est Jane Kelly, parce que Jane Kelly, vu que c'est un danseur à l'origine, oui, très bon chorégraphe. Il est très bon chorégraphe, il fait vraiment des acrobaties, mais qui... j'ai jamais vu ça dans un film des années 40. C'est-à-dire vraiment, il saute, il y a un moment, il est dans une auberge, il saute d'une table, il prend appui contre le mur, il atteint le balcon en haut. Enfin voilà, c'est absolument impressionnant les cabrioles et les acrobaties qu'il arrive à faire, et ça donne de très très bonnes scènes d'escrime. Donc franchement, c'est une adaptation que je vous invite à voir. Est-ce que tu as le personnage de Planchet dans celui-là? Tu as le personnage de Planchet. Dommage qu'ils aient pas mis un comique dans la version Bourboulon là. C'est plutôt Porthos qui fait le comique. Par contre, c'est l'un des points faibles aussi de la version avec Jane Kelly, c'est que Aramis et Porthos sont inexistants. Ce sont des figurants, quoi. Seuls sont intéressants sont D'Artagnan et Athos. Dans ma version favorite, moi qui est Les Trois Mousquetaires de 1953 de André Belle, avec Georges Marchal en D'Artagnan, on a Bourvil en Planchet, Jacques François en Aramis, on a même Gino Servier en Porthos. Et c'est vrai que oui, ils sont assez aussi anecdotiques. C'est le duo Georges Marchal et Bourvil qui fonctionne bien. Oui. Et il adapte que le début du premier roman avec Les Ferrets de la Reine, et moi je trouve ça drôle, épique, assez fidèle. Et c'est vraiment celui que je préfère. Et j'ai découvert, enfin, j'avais jamais fait attention, mais en préparant cette émission, que c'est un scénario de Michel Audiard, en fait. Ah oui. Oui, voilà. Donc le scénario complet ou juste les dialogues? Non, le scénario. Le scénario complet. Oui, le scénario, oui. Donc, quand c'est du Audiard, on valide. Et moi, c'est vraiment celui que je recommande le plus, même si bon, il s'arrête assez rapidement, mais ça se conclut, quoi. Il adapte l'entièreté du bouquin en 2 heures? Non, juste Les Ferrets de la Reine. Ah, juste Les Ferrets de la Reine. Ouais. Il y a une Milady un peu anecdotique, mais par contre, on a un bon. C'est pas la partie où elle est. On a un bon Richelieu et avec le roi Louis XIII qui se lit vraiment un duel, ce qui manquait encore à cette nouvelle adaptation, je trouve. Et le Louis XIII est présenté comme un vieux roi ou pas? Oui, un peu plus âgé. Comme Jane Kelly. Oui, parce que c'est vrai que là, la plupart des adaptations que j'ai vues te le montrent assez pas âgé, mais déjà dans la force de l'âge, quoi. Moi j'ai vu une autre adaptation aussi récemment, et cette fois-ci il est montré très très jeune, c'est la version de 1993. Tu t'es risqué, moi j'ai jamais osé. Les Trois Mousquetaires de Disney, avec Charlie Sheen en Aramis, Kiefer Sutherland en Athos, Oliver Platt en Porthos, et Chris O'Donnell. Chris O'Donnell, d'accord. Éternel Robin. C'était l'éternel premier rôle à cette époque-là. Enfin, qui joue cette fois-ci D'Artagnan. Alors il joue D'Artagnan, mais il n'est pas en premier au générique, hein, bien évidemment. C'est Aramis qui est au générique, alors que c'est pas le plus important. Oui, parce que sur l'affiche, moi j'ai toujours vu la tête à Charlie Sheen, quoi. Mais il y a aussi Tim Curry en Richelieu, Rebecca de Mornay en Milady, et Julie Delpy, Cocorico, en Constance Bonacieux. Pour le coup, c'est une adaptation qui, franchement, on sent que Disney n'a même pas cherché à adapter le matériau d'origine. C'est-à-dire qu'il a juste pris les mousquetaires, l'idée de base, et puis voilà, vous retrouvez le strict minimum, c'est-à-dire la rencontre avec les duels à chaque heure. Vous avez la trahison de Milady, voilà, sa vengeance. Oui, mais à la fois, pourquoi pas?
de partir se complètement. Pourquoi pas? Au moins, ça, quand vous mettez plusieurs adaptations de Trois Mousquetaires, vous vous dites, au moins ça change. Bah oui, par exemple, moi je défends un petit peu l'adaptation de Paul W.S. Anderson. Que je n'ai pas encore vu. Et qui part dans tous les sens, mais qui assume vraiment son délire. Les mousquetaires sont des espions, il y a des bateaux volants, et franchement, le film, il se regarde plutôt bien. Et on a beau critiquer Paul W.S. Anderson, il sait tenir une caméra quand même, ce monsieur. Ouais. Non, mais il part dans des délires, il part loin, mais on va pas dire que la mise en scène et la photographie... Le problème, c'est le script. Oui, et il y a un peu trop de ralenti par moment, mais je veux dire, c'est pas dégueulasse quand même. Mais enfin, en tout cas, pour la version de 93, c'est une version que je conseille. C'est un film familial Disney classique, avec une petite touche de modernité sur le personnage de Milady qui était intéressant. Par contre, Richelieu est réduit à un pauvre beauf qui veut faire l'amour à la reine et et qui veut devenir le roi, quoi. C'est is no good, quoi. Oui, ils le font aussi dans la version Paul W.S. Anderson. Mais Tim Curry est tellement génial que c'est assez amusant à regarder, et le climax de fin est assez joyeux, quoi. C'est vraiment tous les mousquetaires contre tous les hommes du cardinal. Les hommes du cardinal, donc les bleus contre les rouges. Donc tu vois, ça manquait ça aussi dans la version Bourboulon. Un final assez épique, quoi. Non, mais je veux dire, le combat entre les hommes du cardinal et les mousquetaires du roi. C'est pas faux. Alors, pour finir, enfin, j'en ai encore un petit après, mais très vite fait. Alors, quand je l'ai vu, pas forcément, je trouvais que c'était les meilleures adaptations, et c'est après quelques mois. C'est les 2 films de Bernard Borderie, les 2 volets des Trois Mousquetaires, donc avec la belle Mylène de Mongeau en Milady. Et je pense vraiment qu'avec le recul, c'est la meilleure adaptation du premier roman, hormis qu'on a un peu zappé une fois de plus le siège de La Rochelle, même si on l'évoque. Et c'est assez complet, les combats sont sympas, costumes bien, un peu clinquants. C'est fidèle. Par contre, le jeu fait peut-être un peu théâtral et un peu caricatural, par moment. Mais je veux dire, c'est pas très grave. Ça a été tourné en plus dans la cité médiévale de Pérouge. Et c'est vachement joli. Oui. Et l'histoire est assez complète. Mylène de Mongeau fait vraiment une excellente Milady. Et c'est vraiment bien découpé comme dans le livre. C'est que, dans la première partie, on voit très peu Milady et on la voit beaucoup plus dans la partie 2 avec toutes les révélations qui s'en suivent. Bernard Borderie qui réalisera après Angélique Marquise des Anges. Et tous les volets d'ailleurs. Oui, tous les volets. Oui. Je crois que je n'en ai eu qu'un seul d'ailleurs. Oui, bon, ils vont repasser très prochainement. Oui. Il y a Sissi qui a commencé. Je sais pas si t'as vu d'ailleurs. Sissi, inoubliable, Romy Schneider. Oui, si. Non, vraiment, si vous avez l'occasion. Alors, ils étaient disponibles sur Malkianal, mais ils ne sont plus disponibles. Mais peut-être que, vu que là, il y a Milady qui sort, est-ce qu'ils vont nous les remettre? Moi, j'ai une dernière adaptation de mon côté qui est un film un peu d'enfance que j'ai beaucoup apprécié. De Bertrand Tavernier. C'est La fille de D'Artagnan avec Philippe Noiret et Sophie Marceau. Alors, je sais qu'il n'est pas beaucoup apprécié, mais moi, je sais pas, je trouvais que enfance, il y a une bonne musique et il y a un côté épique quand même. Je trouve que la musique rend épique. Non, mais je dis pas qu'il avait pas compris son sujet, Tavernier. Loin de là. Et il y a des beaux décors, mais bon, tous les descendants que ce soit le Rochefort, que ce soit D'Artagnan, ils ont tous des filles, donc comme quoi le wokisme ça existait déjà. Mais c'est vrai qu'ils ont que des filles. Oui, que des filles. Mais Claude Rich, j'y arrive pas dans celui-là, il est vraiment nul. Moi j'aime bien Claude Rich. Oui, mais c'est pas que je l'aime pas. Non, mais celui-là, il cherche à faire des poisons, des machins. J'achète toujours Claude Rich, moi, donc ça. Et en plus, ça adapte 20 ans après, d'une certaine manière. Il se revendique une adaptation de 20 ans après. Et aussi un peu du vicomte par certains aspects. Parce que ça reprend sur les héritiers un petit peu. Donc c'est ça. Voilà. Un tout petit peu. Mais moi franchement c'est un film que je vous invite à revoir. Enfin franchement moi je l'ai revu, c'est un peu nanar quand même. Bon. Puis le combat de fin est un peu ridicule, mais par contre pour Noiret, Marceau. Voilà, surtout Noiret. Surtout Marceau. Non, oui, mais je vois à quoi tu penses, mais non. Non, mais je trouve que c'est une bonne actrice. Là-dedans, non, elle est pas bien. Grand débat. Mais Philippe Noiret beaucoup plus. Si vous êtes,
d'ailleurs, il repassait souvent à la télé. C'est la trilogie de Richard Lester. Alors à la base, c'est 2 films, donc sortis un peu comme les films de Martin Bourboulon à quelques mois d'intervalle. Donc c'était Les Trois Mousquetaires et on l'appelait Milady. Puis le Retour des Trois Mousquetaires, sorti 15 ans après, qui adaptait 20 ans après. Et déjà là, on a normalement ils affrontent le fils de Milady de Winter. Là, ils avaient mis la fille. Bref, on l'appelait Milady avec Terence Hill, bien sûr. Pourquoi? Ah oui. Oui, c'est pour... D'accord, je n'avais pas compris. Bon, attention, parce que c'est assez loufoque et comique et ça peut vraiment faire un nanar. Oui, je veux dire, à un moment, tu as Rochefort qui est interprété par l'excellent Christopher Lee et tu as D'Artagnan qui est joué par Michael York. Qui le voit à l'intérieur, qui est chez Monsieur de Tréville, et puis il le voit par la fenêtre, il fait « Attendez !» et il saute par la fenêtre, yeah comme ça. Tu dis mais pourquoi? Enfin bon, c'est vraiment loufoque, ou Raquel Welch qui fait Constance Bonacieux, qui prend un truc dans la tronche, mais juste à la fin du premier film, ils sont sur une place, ils marchent bien ce coup, boum. Enfin voilà. Avec un vieux bruit. Oui, voilà, c'est ça. Mais force est de constater que si vous arrivez à vous faire hostile, c'est très fidèle au roman. Il y a dans le 2e épisode, il y a le siège de Rochelle. Oui. Alors, mais le seul problème, c'est qu'en fait, c'est tourné en Espagne. Et que ça se sent vraiment, ça fait pas Paris. Siège de la Rochelle. Par contre, oui, comme j'ai dit, le casting est excellent. On a aussi Charlton Heston, qui joue un Richelieu. Et, vraiment, si vous arrivez à vous faire hostile, ça passe bien. Il y a des combats sympathiques, mais bon, voilà, c'est presque du Marvel avant l'heure, d'une certaine manière. D'accord. Mais à voir quand même. Bon, voilà. Un petit peu. Et ben voilà pour nos recommandations. Tu avais fini sur les recommandations des ce que j'étais après vérifier, mais oui, j'avais mis la recommandation d'Eva Green, mais tu en as déjà parlé. C'était la version avec Lana Turner et Gene Kelly, que je vous rappelle est disponible sur MyCanal ou OCS. Et bien écoutez, c'est la fin de cette émission. Nous on se retrouvera donc la semaine prochaine pour la dernière émission de l'année. Tout à fait. Donc nous reviendrons sur les sorties de la semaine, bien évidemment. Nous donnerons notre avis sur Wonka, sur Winter Break et sur Nos vies d'avant, et Chicken Run 2 aussi au passage. Et puis nous ferons un focus sur le bilan de l'année cinéma 2023. Un petit top. Avec un petit top personnel. Ah oui, un top 5. Un top 5. Nous n'irons pas plus loin. Un top et un flop 5, allez. On aime bien les petits tops. Non, mais c'est pas grave ça. Oui, tu vas finir par aimer. Côté programmation à la radio, demain vous pourrez retrouver 3 émissions. Le jeu du mouvement présenté par Joe de 12h15 à 12h30, Destination Bien-être présenté par Anaïs de 13h à 14h, et les chaussettes dépareillées présenté par Mel et Deb de 17h30 à 18h45. Nous du coup on se laisse avec une dernière chanson de film de KPDP en plus. Chanson de film de KPDP, c'est Le Masque de Zorro, I Want to Spend My Lifetime Loving You, avec Tina Arena et Marc Anthony. On vous souhaite une bonne très très bonne semaine, une très très bonne soirée, et on se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien.